Alors la prévention en santé n'a jamais fait l'objet véritablement d'investissements publics de grande ampleur, même si le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces sur le sujet, on attend encore des résultats. Mais de quoi parle-t-on quand il s'agit d'envisager de renforcer les politiques de santé publique? Quels sont les domaines dans lesquels il conviendrait de prioritairement investir? Comment atteindre les publics les plus éloignés du soin? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Christine Ferron, déléguée générale de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Et bonjour, et Bernard Basset, président de l'association Addiction France. Bonjour. Alors, première question très globale, hein, vous m'en excuserez, pour Christine. Notre système de santé est avant tout basé sur le cure. Comment sortir de cette logique pour s'inscrire vraiment dans une perspective plus préventive de la santé ? Alors, la vidéo que vous venez de montrer, justement, elle est très représentative des enjeux. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap est absolument crucial et leur accès à la prévention médicalisée l'est également. Et les professionnels font avec ces personnes un travail tout à fait remarquable. Cependant, l'accès aux soins et à la prévention ne peut reposer uniquement sur les personnes en situation de handicap, comme dans cet exemple. Pour que ça marche, il faut aussi des changements dans les services, que les services s'adaptent aussi aux besoins des personnes. Quand vous parlez des services, c'est quoi? C'est l'hôpital? C'est principalement, c'est quoi? Non, c'est l'ensemble des services qui ont affaire à la population de manière directe. Okay. Alors, pour répondre à votre question qui était assez globale, hein, comment s'inscrire plus globalement dans une démarche plus préventive de la santé, et moi je dirais plus promotrice de la santé de la population. Alors, il me semble qu'il y a un principe qui serait à soutenir et qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses, c'est celui de la santé dans toutes les politiques. Chaque décision politique majeure, elle devrait en fait s'accompagner d'une prise en compte de ses effets sur la santé de la population. Par exemple, un gouvernement ne peut pas prétendre se préoccuper de la santé de la population et par ailleurs envisager de prendre une décision comme la diminution des aides sociales, dont on sait avec certitude qu'elles vont affecter très profondément la santé des personnes concernées, mais aussi leur entourage et singulièrement leurs enfants. Or, la santé des enfants, c'est aussi une priorité du plan national de santé publique. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu le rapport, effectivement, sur les 1000 premiers jours, par exemple, hein, dans lequel il y a des pistes intéressantes, mais qui n'auront que très peu d'impact tant qu'on ne prendra pas davantage en compte les déterminants économiques et sociaux de la santé des enfants. Donc la promotion de la santé, elle a besoin de continuité et de cohérence. Ces professionnels, ces acteurs ne devraient pas être continuellement en situation de compenser les effets négatifs de mesures politiques contraires à la santé publique. Très bien. Bernard Basset, qu'est-ce que vous pensez justement de cette analyse et justement de la nécessité peut-être d'avoir une vision beaucoup plus globale que le fameux soin pour s'intéresser à tous les facteurs qui vont venir avoir des conséquences sur la santé des uns et des autres? Non, mais je rejoins tout à fait Christine Ferron sur la logique d'action. Mais je dirais que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir un discours volontariste et être persuadé d'une part que la prévention, ça marche. Que la prévention, c'est efficace. Oui. Que alors la prévention... les pouvoirs publics n'en sont pas encore convaincus, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'ils n'en sont pas convaincus, mais en tout cas, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Alors, ils sont convaincus que les soins sont efficaces, ce qui est vrai, mais je veux dire, leur discours sur l'efficacité de la prévention, on l'attend. Et jusqu'à présent, on se contente de petites mesures, quoi. C'est pour décorer, quoi. On a essentiellement le système de soins, puis on décore un petit peu quelques mesures de prévention, etc. Non, il faut avoir une action globale, cohérente, courageuse politiquement. Il faut avoir un vrai discours. Quels sont les objectifs que le gouvernement se fixe en matière de prévention? Quels sont les résultats qu'il souhaite atteindre? Ça, c'est quand même... Ils se mettent vraiment dans cette fameuse logique d'investissement social. Hein. Absolument. D'accord. Et puis, je pense qu'il faut avoir tous en tête que par rapport, je veux dire, aux soins. Alors les soins, bien sûr, on répare, quoi. Donc on a une maladie, on répare, bon ça se voit, quoi. Donc, mais par contre, quelque chose qu'on évite, un cancer qu'on évite dans 20 ans, c'est plus difficile à percevoir, c'est vrai. C'est extrêmement important, c'est beaucoup plus difficile à percevoir, donc plus difficile à expliquer. Et on est sur le moyen terme et le long terme. Donc c'est encore plus difficile à vendre par les politiques. Et donc ça, c'est un frein. Il faut du courage politique pour s'inscrire dans la durée, selon la logique qu'a développée Christine. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors justement, si on s'intéresse
peut-être aux principaux domaines dans lesquels il faudrait intervenir. Christine a évoqué effectivement la question de l'enfance, de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des domaines justement où il faudrait mettre le paquet justement en termes de prévention de santé? Oui, on sait comment faire des choix. On peut avoir une grille de décision assez logique, hein, c'est-à-dire on peut prendre les problèmes de santé qui ont le plus d'impact et sur lesquels on peut agir par la prévention. Bon, alors, par exemple. Bon, alors, c'est évident, on dit le tabac, quoi. Bon, 70 000 morts, il faut faire quelque chose. Et puis après, ça se complique parce qu'on dit, juste après, on dit il y a l'alcool, 40 000 morts. Et alors là, tout le monde est sous la table, tous les politiques sont sous la table. Je veux dire, il y a un lobby extrêmement puissant, etc. Bon, donc, quand je parlais de courage politique tout à l'heure, voilà la première illustration. On a, ensuite, on a la nutrition. Et là aussi, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on se heurte aussi à des intérêts industriels. On se heurte à l'industrie agroalimentaire, etc. Et pourtant, il y a quelques mesures simples qu'on peut préconiser, qui ne coûtent pas cher, qui seraient une information transparente et objective, à la fois sur les produits, sur l'alcool. L'alcool est un cancérigène. Bon, disons-le, quoi. Le vin est un cancérigène. Alors là, c'est difficile à entendre en France, hein. Oui, tout à fait, d'accord, très bien. Christine, justement, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que au-delà de ces trois grands domaines, vous en voyez d'autres, ou est-ce qu'il faut justement mettre le paquet sur ces trois grands domaines qui font effectivement beaucoup de morts? Vous évoquiez la question de l'environnement. Moi, j'avais pu échanger avec François Bourdillon, qui est ancien directeur général de Santé publique France, et qui expliquait que justement, quand on commence à s'intéresser à l'impact de l'environnement sur la santé, les chiffres sont un peu affolants. Est-ce qu'il y a aussi cette question de l'environnement qui doit faire l'objet d'une véritable politique de prévention en santé? Alors oui, tout à fait. Alors là, la question de l'environnement, de la santé-environnement, c'est tout à fait essentiel. C'est assez émergent pour l'instant. Oui, c'est assez émergent. Ça se développe tout doucement, on va dire, avec des acteurs très impliqués. Mais néanmoins, là, je voudrais vraiment refaire du lien avec la séquence 1 et dire que pour moi, la priorité des priorités, c'est vraiment la réduction des inégalités sociales de santé. Et d'ailleurs, les questions environnementales ne sont pas complètement disjointes de ces problématiques-là. Hein. De toute façon, c'est tout à fait essentiel. Par exemple, on a montré que, c'est un rapport tout récent de la direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques, la DREES. Oui, la DREES. Voilà, la semaine dernière. Hein, oui, c'est vraiment tout à fait récent, qui a montré en fait que le niveau socio-économique des communes influe sur le taux de mortalité fœtale et néonatale, ainsi que sur la prématurité. La mortalité périnatale, elle a cessé de diminuer, elle stagne depuis plus de 10 ans. Tout ça n'est pas sans lien non plus, évidemment, avec les questions d'environnement. Et ce sont des chiffres qui, selon moi, devraient alarmer tous les responsables politiques, tant ils sont révélateurs de l'impact des inégalités sociales, pas sur des indicateurs de santé light, mais c'est sur des indicateurs de santé parmi les plus fondamentaux. Et l'inaction dans ce domaine, et là je rejoins aussi Bernard Basset, l'inaction dans ce domaine elle est d'autant plus regrettable qu'on connaît très bien les mesures à prendre, elles sont très bien documentées. Alors j'en évoque très rapidement quelques-unes. Renforcer la prévention universelle et de proximité. La santé scolaire, la santé au travail, la protection maternelle et infantile, tout secteur essentiel est aujourd'hui en très grande difficulté, tous autant qu'ils sont. En complément de cette approche universelle, apporter des réponses proportionnées aux besoins des populations et des territoires, et en particulier lutter contre la précarité et soutenir sans contrepartie les publics les plus en difficulté sociale et économique. Et enfin, agir le plus précocement possible dans le parcours de vie des enfants et faire de la lutte contre les inégalités scolaires une priorité également. Très bien, je vous remercie. Alors le monde du travail fait partie aussi des nombreux domaines dans lesquels la prévention en santé mériterait d'être renforcée. Pour nous en parler, je voudrais donner la parole à Marine Boyer, responsable des relations partenariales ESS chez Harmonie Mutuelle Groupe Vive. Alors Marine Boyer est en duplex. Est-ce que vous nous entendez, Marine? Très bien. Alors, merci d'être à nos côtés, même à distance. Une première question qu'on aimerait vous poser, Marine, c'est quels sont les risques sur la santé, quels sont les risques pour la santé au travail, et en particulier dans le secteur de l'ESS? Alors, dans l'ESS, il y a différents métiers et différents secteurs. Je ne vais pas les évoquer tous. Je vais me concentrer là sur
le travail dans les associations, les fondations, de l'action sociale, sanitaire, médico-sociale, acteurs de solidarité en général. Et donc, globalement, les professionnels de l'économie sociale et solidaire de ces secteurs vont être confrontés à ce que nous, en prévention, on appelle les risques psychosociaux. Donc, c'est des risques pour la santé mentale, physique, sociale, dont les causes sont à rechercher dans l'organisation du travail, dans les conditions d'emploi et dans les relations au travail, et qui vont générer du stress, des violences internes, des violences externes, voire un syndrome d'épuisement professionnel, qui traduisent pour les salariés un mal-être, une souffrance physique et mentale. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, et notamment au travail, et qui traduisent pour la structure, qui vont se traduire par de l'absentéisme, du turnover, un climat social dégradé. Donc voilà une famille de risques qui va concerner vraiment l'économie sociale et solidaire. Il va y avoir les risques physiques. Dans votre introduction, certains professionnels parlaient de sédentarité, mais il y a aussi le port de charge ou le fait d'aider des personnes très dépendantes. Il va y avoir des affections physiques, des maux de dos, des lombalgies, des troubles de la coiffe, de l'épaule, du rotateur, ce genre de choses. Et puis, dernier risque auquel on ne pense pas forcément, mais les difficultés de vie que rencontrent les salariés, les professionnels de l'économie sociale. Monsieur Duvou parlait tout à l'heure des problèmes d'accès au logement, les problématiques financières à un moment, les problématiques pour aider un proche malade. Ça va aussi avoir un impact sur la vie professionnelle. Alors, on n'y pense pas forcément, mais les salariés viennent aussi au boulot avec ces difficultés-là. Donc, ça fait aussi partie des risques qu'on peut rencontrer au travail. D'accord, très bien. Alors justement, quelle est l'action d'Harmonie Mutuelle pour prévenir cette dégradation de la santé au travail ? Alors, Harmonie Mutuelle a une spécificité, c'est qu'il y a vraiment une filière consacrée à l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a un pôle santé, qualité de vie au travail composé d'experts, d'expertes en santé au travail. Et donc, ils peuvent aider les structures concrètement, très concrètement, à travers des actions de sensibilisation, des actions de type très, très simple à appréhender, des webinaires, des apports méthodologiques, des conseils pour mieux comprendre les risques, mieux les identifier et mener les actions qui vont bien. Il peut y avoir aussi des actions de type diagnostic dans des structures, c'est-à-dire vraiment diagnostic sur les risques psychosociaux, comprendre ce qui se joue dans les situations de travail, mettre en place des préconisations, faire des enquêtes quantitatives, qualitatives, pour essayer d'identifier des préconisations et agir concrètement et prévenir les risques au travail. Et puis sur le volet aléas de la vie, difficultés sociales que peuvent rencontrer les professionnels, il peut y avoir des plateformes d'écoute. Il y a une plateforme d'écoute, d'orientation conseil avec des personnes qui peuvent répondre, orienter les personnes vers les bonnes démarches à effectuer pour résoudre un certain nombre de problématiques auxquelles les employeurs sont parfois, par rapport auxquelles ils sont un peu démunis. C'est-à-dire, voilà, mon salarié a un problème de logement à un moment, qu'est-ce que je fais? Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il peut y avoir un service social mis à disposition avec des professionnels de l'aide sociale, des assistantes sociales, qui sont dédiés à une structure. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis plus globalement, Harmonie Mutuelle a aussi pour vocation de suivre l'évolution de la qualité de vie au travail tous les 3 ans. Et donc, nous faisons une enquête tous les 3 ans sur la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire, auquel on vous invite à participer en tant que professionnel de l'économie sociale et solidaire, dirigeant, salarié. Ça nous permet aussi de prévoir les actions de prévention en fonction du retour qui nous est fait, d'avoir des actions de prévention adaptées et de permettre d'apporter des réponses spécifiques aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Très bien, je vous remercie beaucoup Marine Boyer. Nous l'avons vu, donc les domaines dans lesquels les politiques de prévention pourraient être renforcées sont extrêmement variés, sont nombreux, même s'il y a effectivement des domaines prioritaires. Il faut également se poser la question de l'impact de ces politiques de prévention sur la population. Pour évoquer le sujet, je vous propose d'écouter François Bourdillon, ancien directeur général de Santé publique France. On l'écoute et on en parle. Les politiques de prévention, elles sont trop souvent, dans notre pays, résumées à des campagnes de prévention qui sont en gros des campagnes de pub. Voilà. Les anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'était plus complexe que ça. Et ils les appellent du marketing social. En gros, de la publicité pour le bien commun. Mais c'est très organisé puisque c'est basé sur de la science, c'est-à-dire qu'on fait des études pour savoir qui comprend pas, quelles sont les personnes en difficulté, quelles personnes on doit toucher ou cibler si on veut que les messages passent. Et une fois qu'on a fait ça, on élabore le message et les anglo-saxons nous disent 2 choses. Il faut communiquer grand public,
parce qu'il faut qu'on crée la norme autour, je ne sais pas, de la réduction de la consommation de tabac ou d'alcool, pour prendre cet exemple-là. Et puis, donc ça, le message général, qui est toujours mieux compris par les catégories socio-professionnelles supérieures, par les cadres, plutôt par les cadres que par les ouvriers, pour faire coup, les chômeurs. Hein, et derrière, si on veut agir, il faut aussi faire de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire de renforcer des messages avec le langage adapté pour les populations cibles. Et pour ceci, bien sûr, il faut le faire à travers les réseaux sociaux, des campagnes éventuellement, mais surtout, il doit être accompagné par les associations. Très bien. Alors justement, Christine Ferron, par rapport à ce vaste programme d'universalisme proportionné, comment vous réagissez à cette analyse de François Bourdillon ? Alors, pour rejoindre les publics les plus éloignés de la prévention, selon moi, le premier principe, c'est vraiment de travailler avec eux. Ça veut dire non seulement, comme ça vient d'être dit, améliorer la communication dans leur direction, mais aussi et surtout construire avec ces personnes, dans un cadre participatif, les réponses aux questions de santé qui sont pour elles prioritaires. Or, les approches par risque ou par problème de santé ne sont pas les plus appropriées pour cela parce que ces publics cumulent souvent les problématiques. Et il n'y a pas beaucoup de sens à aborder une population quelle qu'elle soit, un jour par la porte d'entrée tabac, le lendemain par l'alcool, le surlendemain par les 5 fruits et légumes, voilà, le jour d'après par l'activité physique, etc. Parce que ce n'est pas comme cela, en fait, que ces personnes vivent leur santé au quotidien. Et ce n'est pas comme ça qu'on atteindra l'objectif de prise en compte de la personne dans sa globalité, qui est quand même toujours un affichage important. Il me semble important de prendre garde à ne pas reproduire dans le travail avec ces publics le fonctionnement en silo de nos institutions. Voilà, ça veut dire mettre en place des approches intersectorielles, pluripartenariales. C'est un vaste programme. Voilà, un vaste programme en effet. Oui, oui. D'accord, très bien. Bernard Basset, justement, sur cette difficulté d'impacter les publics les plus fragiles, puisque c'est vrai que en général, quand on est en grande difficulté sociale, manger 5 fruits et légumes par jour différents, ce n'est pas forcément la priorité. Oui, alors effectivement, ce n'est pas forcément la priorité parce que les gens affrontent des difficultés dans leur vie quotidienne qui sont immédiates. Bien sûr. Et on leur propose de se projeter pour faire de la prévention à terme. On rejoint le problème du départ. Alors, François Bourdillon a raison. Je veux dire, il faut à la fois des messages adaptés, mais bon, je rejoindrai aussi Christine Ferron. C'est un travail de proximité, de terrain. C'est pour ça que les associations qui interviennent auprès des personnes sont les plus adaptées à la fois à les écouter, à voir leurs difficultés et à les aider à les résoudre. On ne sortira pas de là. Donc ça suppose bien entendu que les associations aient des moyens pour le faire, que les professionnels qui interviennent soient aussi des professionnels reconnus et valorisés. On revient bien souvent à la même chose. Hein. Voilà, c'est très bien. Alors, on va prendre une première question internaute de Christophe. Donc, quels facteurs pour développer une véritable politique de santé publique? Donc, Christophe nous pose une question très globale. Cette question très globale, je vais faire réagir Bernard tout de suite. Donc, quels sont les facteurs qui vont nous permettre justement de basculer vers cette fameuse politique de santé publique qu'on réclame de nos voeux depuis longtemps? Pour avoir une politique de santé publique, il faut le vouloir d'abord. Ouais. Bon, faut qu'il y ait une volonté. Oui, donc le volontarisme, hein, vous l'avez gouvernemental. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui en découle, c'est le courage, je l'ai dit, le courage d'affronter des difficultés, des opposants, de prendre des mesures qui ne sont pas toutes populaires, qui peuvent rencontrer des résistances. Et puis, je dirais, après, il faut procéder avec méthode. On sait le faire. Hein, les professionnels de la prévention, on l'a dit à plusieurs reprises ici, ils savent comment faire, ils savent comment évaluer leurs actions, ils savent ce qui marche, ils savent ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, donc première étape, donc du courage, vouloir. Courage et de la confiance. Et oui. C'est ça. Hein. Christine Ferron, peut-être pour conclure cette séquence, comment est-ce qu'on peut envisager ces fameux politiques de santé publique, comment les développer? C'est très vaste comme question, oui, j'en conviens. J'en conviens, tout à fait. Enfin, tout l'enjeu pour moi me semble être de sortir d'une approche biomédicale de la santé, en fait, qui est très dominante dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire une approche descendante, centrée sur les comportements à risque et axée sur la responsabilité individuelle,
pour développer une santé publique qui va mobiliser les principes d'intervention de la promotion de la santé. Et donc j'identifie dans ce cadre-là trois facteurs majeurs. Le premier, c'est la prise de conscience politique de l'impact des déterminants sociaux et environnementaux sur la santé. Alors on n'a pas le temps de l'aborder ici, on a évoqué les questions d'environnement rapidement, mais enfin l'accès à des logements dignes dans des quartiers où il fait bon vivre, le renforcement du lien social, la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, la prévention de l'exposition aux produits toxiques, etc. Ce sont des composantes essentielles d'une politique promotrice de santé. Et au bout du compte, c'est la soutenabilité de notre système de santé tout entier qui est en jeu. Et ça me semble important de le rappeler aussi. Le deuxième facteur, c'est vraiment la reconnaissance des forces et des ressources de la population. Et c'est s'appuyer sur ces forces et ces ressources dans le cadre de démarches ascendantes, pour le coup, pour produire des décisions concertées. La participation de la population aux décisions de santé qui la concernent, c'est l'un des leviers d'intervention les plus probants dans notre champ. Et enfin, vraiment, pour terminer, il existe partout sur le territoire national, y compris dans nos territoires d'outre-mer, une vitalité, une expertise associative en promotion de la santé qui ne demande qu'à s'investir dans ces démarches ascendantes auprès des institutions, auprès des populations, sur des terrains d'intervention qu'elles connaissent par cœur. Et ces savoir-faire, cette expertise expérientielle, il faut absolument les mobiliser et leur donner les moyens d'agir dans la durée avec une certaine pérennité. Voilà. Très bien. Madame, Monsieur, je vous remercie. Nous avons bien compris donc, les efforts qui restent à mener pour mettre en œuvre dans notre pays une véritable politique de prévention, une politique de prévention digne de ce nom, et la place incontournable des acteurs de la proximité, dans cette optique. Mais un autre défi se présente quand il s'agit d'envisager l'avenir des politiques de santé. Il s'agit de la démocratie en santé et de la place des personnes concernées, un sujet que nous allons aborder lors de notre prochaine séquence. Avant de passer à cette prochaine séquence, je vous propose une petite pause publicitaire. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives, Des associations, des mutuelles, des théâtres, des festivals, des syndicats, des fédérations sportives. des PME, PMI, On appelle ça des personnes morales. des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, Tu peux agir. ton compte ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie, Le bio, les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif, une autre banque est possible.